Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez pointu, mais vraiment passionnant. On va comparer l'anatomie et la biomécanique de la cheville et du pied, mais pas n'importe lesquels, ceux de l'humain et ceux du cheval. Oui, bonjour. C'est une comparaison étonnante à première vue, mais qui nous en apprend énormément sur nos propres pieds, en fait. On va s'appuyer principalement sur un document, le sabot de Gandour et le pied humain. Ah oui. Et il dit quoi, ce document? Il détaille justement cette comparaison anatomique et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il explore comment on peut utiliser la méthode Pilate pour renforcer le pied humain en se basant sur ces différences. D'accord, donc l'objectif, si je comprends bien, c'est d'abord de voir clairement ce qui nous différencie du cheval à ce niveau-là, structurellement, fonctionnellement. C'est ça, les bases quoi. Et ensuite, voir comment une méthode comme le Pilates, eh bien, elle peut s'inspirer de ça, ou du moins en tenir compte pour proposer un travail vraiment ciblé et efficace pour nos pieds. Une sorte de voyage dans l'évolution finalement. Exactement. Alors commençons par le début si vous voulez bien. Les grosses différences anatomiques et fonctionnelles. Parce que c'est ça la clé pour comprendre comment chacun bouge et se supporte. Alors allons-y, parlons de nous, les humains. Notre pied, on dit souvent que c'est une merveille mécanique, non? 26 os, c'est énorme. Ah oui, c'est une sacrée complexité. On le divise souvent en 3 zones pour simplifier un peu. L'arrière-pied, bon, c'est le talon, le calcanéum, et l'os juste au-dessus, le talus, c'est là que l'impact se fait d'abord. L'atterrissage en quelque sorte. Voilà. Ensuite, le médio-pied, c'est un peu la clé de voûte, avec plein de petits os au nom un peu barbare. Navigéculaire, cuboïde, les cunéiformes. Mhm. Et enfin, l'avant-pied, qui nous propulse. Là, on trouve les métatarsiens, ces longs os avant les orteils, et puis les phalanges, les os des orteils eux-mêmes. Et la cheville dans tout ça, c'est pas juste une simple articulation, j'imagine. Ah non, loin de là. La cheville humaine, c'est surtout deux grosses articulations qui travaillent ensemble. La talocrurale, c'est celle qui permet de lever et baisser le pied, la flexion-extension, quoi. Pointer le pied ou le ramener vers soi? Exactement. Et juste en dessous, il y a l'articulation sous-talienne. Et elle est capitale pour les mouvements sur les côtés, l'inversion, l'éversion. C'est elle qui nous permet de nous adapter aux terrains qui ne sont pas plats. C'est essentiel pour tenir debout sur deux jambes et pas se casser la figure au moindre caillou. Cette mobilité dans tous les sens, c'est vraiment une caractéristique humaine alors? Tout à fait. Et il y a autre chose d'essentiel, les fameuses arches plantaires. Ah oui, les voûtes. On parle souvent de la voûte interne, mais il y en a d'autres. Oui, on en décrit généralement trois. Une longitudinale interne, la plus visible, une longitudinale externe, sur le bord extérieur du pied, et une transversale, sous la base des métatarsiens. Et le point clé, c'est qu'elles ne sont pas fixes, c'est ça? Précisément. Ce sont des structures dynamiques, des sortes de ressorts, si vous voulez. À chaque pas, elles s'écrasent un peu pour amortir le choc. Hmm. Et ensuite, elles restituent cette énergie pour aider à la propulsion. C'est fondamental pour protéger nos genoux, nos hanches, notre dos. Et qu'est-ce qui rend cette dynamique possible? Les muscles? Exactement. Il y a un jeu très complexe entre deux types de muscles. Les intrinsèques, qui sont des petits muscles situés entièrement dans le pied. Ce sont eux les vrais soutiens actifs des arches, et ils permettent les mouvements fins des orteils. D'accord. Et puis il y a les extrinsèques. Leurs corps musculaires sont dans la jambe, mais leurs tendons descendent, passent la cheville et viennent s'attacher sur le pied. Eux, ils sont responsables des mouvements plus amples, comme lever ou baisser le pied. Donc, notre pied, c'est un équilibre constant entre pouvoir bouger dans tous les sens et être assez solide pour nous porter. Un sacré compromis finalement. C'est tout à fait ça. Un compromis évolutif fascinant entre mobilité, adaptabilité et stabilité. C'est fou de penser à tout ça à chaque pas qu'on fait. Maintenant, passons au cheval. Là, l'image qu'on a, c'est quelque chose de plus massif, peut-être plus simple. Simple en apparence, oui, mais c'est une simplicité qui cache une spécialisation extrême. Le truc le plus marquant, c'est que le cheval ne marche que sur un seul doigt, le troisième. Un seul doigt. Oui, fonctionnellement. Les autres doigts se sont atrophiés au cours de l'évolution. Les os qui correspondraient à nos métatarsiens des autres doigts ont fusionné pour former l'os du canon, qui est très long et très solide. D'accord. Et les phalanges de ce troisième doigt sont alignées bien droites, verticalement, et tout ça est enfermé et protégé par le sabot. Et sa cheville à lui, si on peut dire, comment ça fonctionne? La zone équivalente, qui comprend l'articulation entre le tibia et le tarse, et les autres articulations du tarse, eh bien, elle est conçue avant tout pour la force et la stabilité, beaucoup moins pour la mobilité fine qu'on a nous.
C'est plus une charnière alors? C'est une très bonne image. Une charnière très puissante, optimisée pour bouger dans un seul plan, flexion et extension, dans l'axe de la course. Toute l'architecture est pensée pour la course rapide, l'endurance sur 4 pattes. Le but, c'est la performance en ligne droite en quelque sorte. Exactement. Transmettre la puissance des muscles au sol avec le moins de perte d'énergie possible et supporter des charges énormes, longtemps, même sur sol dur. Du coup, le sabot, c'est pas juste une protection. Bien. Ah non, pas du tout. C'est une structure biomécanique incroyablement complexe en elle-même. Il absorbe les chocs, il donne de la traction, il protège tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Au niveau biomécanique, le cheval cherche la stabilité maximale quand le pied est au sol, pour pouvoir pousser très fort. Cette rigidité relative, elle vient d'un système de ligaments extrêmement dense et fort. Plus que chez nous? Oh oui, largement. Et il y a aussi le rôle des tendons, comme le tendon fléchisseur profond qui agit lui aussi comme un ressort très puissant, mais toujours dans ce plan de mouvement assez limité. Chez le cheval, la priorité absolue, c'est la solidité et l'efficacité pour la course. Tant pis pour la capacité à s'adapter finement à un terrain irrégulier. C'est là que la comparaison est vraiment frappante en fait. On a deux designs complètement différents pour résoudre des problèmes similaires de déplacement et de support. C'est exactement ça. D'un côté, le pied humain, complexe, polyvalent, mobile dans tous les sens, très adaptable grâce à ses arches dynamiques, et un contrôle nerveux très fin. Et de l'autre, De l'autre, le pied du cheval, plus simple en apparence, mais hyper spécialisé. Optimisé pour la vitesse, la puissance en ligne droite, avec une rigidité bien contrôlée, une grande stabilité et une efficacité énergétique remarquable. alors qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison? Pourquoi c'est intéressant de regarder ça, surtout si on veut parler de renforcer nos propres pieds avec le pilate? Ce qui est super intéressant, c'est que ça nous donne une vision beaucoup plus large de ce que signifie un pied performant. Ça met vraiment en lumière les choix, les compromis faits par l'évolution. C'est-à-dire? L'humain, il a misé sur la polyvalence, l'adaptabilité. On en avait besoin pour marcher debout sur toutes sortes de terrains, et puis aussi pour utiliser nos mains, ce qui a été clé dans notre évolution. Le cheval, lui, a tout misé sur la résistance et l'efficacité pour la course. Comprendre ça, ça nous aide à voir les points forts et, peut-être, les points faibles relatifs de notre propre système. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir un pied comme celui du cheval, Ah non, surtout pas. mais plutôt de mieux comprendre ce dont notre pied a besoin par contraste. Précisément, on peut admirer par exemple l'efficacité avec laquelle le cheval transmet la force. Ça peut nous inspirer à améliorer la tonicité de nos propres muscles et tendons. Mais vouloir rendre notre pied aussi rigide que le sien, ce serait une catastrophe. On perdrait toute notre capacité d'adaptation, d'amorti, tout ce qui fait qu'on marche comme on marche. D'accord. Donc, cette comparaison, elle nous permet de choisir les exercices de renforcement, comme en pilates, de façon beaucoup plus intelligente et personnalisée. On comprend mieux pourquoi tel exercice est bon pour nous et tel autre peut-être moins. Ça évite d'appliquer des recettes sans réfléchir à la mécanique derrière. Tout à fait, ça nous donne des outils pour mieux s'attaquer aux problèmes qu'on rencontre souvent avec nos pieds aujourd'hui. La faiblesse des petits muscles du pied, les voûtes qui s'affaissent, les chevilles instables. Souvent liés à nos modes de vie. Nos chaussures. Exactement. Nos chaussures, les sols toujours plats sur lesquels on marche, le manque d'activité. Comparer notre pied à un modèle comme celui du cheval, qui est optimisé pour la résistance, ça nous aide à mieux cerner nos propres besoins. Besoin de contrôle par les nerfs, besoin de sentir le sol, la proprioception, besoin d'équilibre dynamique. C'est une super base pour appliquer le pilates de manière réfléchie. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour une séance de pilates qui voudrait travailler le pied humain? L'implication principale, c'est qu'il faut absolument cibler deux choses. Le renforcement de ces fameux muscles intrinsèques, ceux qui sont dans le pied, Mhm. c'est d'avoir une force intelligente, une force qui sait stabiliser le pied activement, mais qui lui permet aussi de réagir, de s'adapter. On veut optimiser cette fonction d'adaptation propre à nous, bipèdes. Et ça change la façon dont on choisit les exercices ou dont on utilise les machines pilates? Le travail sur tapis, sur réformeur, sur la chaise, c'est pas la même chose? Bien sûr que non. Le choix des exercices, des appareils, des ressorts, tout ça doit toujours garder en tête ce besoin d'équilibre entre la mobilité et la stabilité. On veut un pied qui soit à la fois un support solide, mais aussi une interface super sensible et réactive. Tout le contraire du cheval qui cherche la rigidité pour la puissance pure. Exactement. On ne veut pas d'un pied humain qui ressemble à un sabot, rigide. On veut un pied vivant, un pied éveillé, fort, oui, mais capable de parler avec le sol. C'est une belle image. Alors, si on entrait un peu dans le détail des exercices, quels seraient les grands principes pour ce travail spécifique du pied en pilates? Il y a plusieurs fils conducteurs, on va dire. Premièrement,
Réveiller la proprioception. C'est cette capacité du pied à savoir où il est, ce qu'il fait, la pression qu'il subit, sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est la base de l'équilibre. D'accord, le sens du pied, quoi. C'est un peu ça. Deuxièmement, renforcer spécifiquement les muscles intrinsèques. Eux, ils sculptent et soutiennent les arches. Troisièmement, garder ou améliorer la mobilité de toutes les petites articulations du pied et de la cheville. Un pied fort mais raide, ça sert pas à grand-chose. Logique. Quatrièmement, assurer la stabilité dynamique des arches. C'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir s'adapter mais aussi revenir en place activement. Et enfin, dernier point mais pas des moindres, intégrer le pied dans tout le reste du corps, dans les chaînes musculaires. Le pied, il travaille jamais tout seul. Ok, très clair. Commençons simple. Éveiller le pied, au sol, sur le tapis. C'est quoi le but et on fait quoi, concrètement? Sur tapis, souvent, le premier objectif, c'est l'éveil. Éveiller les sensations, prendre conscience de son pied, commencer à activer doucement les muscles profonds. Un truc tout bête, c'est de bien sentir son trépied d'appui. Le trépied. Oui, sentir le contact sous la base du gros orteil, sous la base du petit orteil et au milieu du talon. Rien que de se concentrer là-dessus, ça peut changer toute notre posture. Et le fameux exercice où on essaye de soulever la voûte plantaire sans crisper les orteils. C'est pas facile, ça. Ah, ça, c'est un excellent travail. C'est un soutien très subtil qu'on cherche, pas une grosse contraction. On peut imaginer qu'on aspire le milieu du pied vers le haut, mais en gardant les orteils longs étalés au sol. D'accord. Les cercles de cheville aussi, faits lentement, avec contrôle. C'est super pour explorer et améliorer la mobilité de ces articulations dont on parlait, la talocrurale et la soutalienne. Et l'équilibre sur une jambe. Ah, l'équilibre unipodal. C'est l'exercice roi pour le pied. Ça demande tellement à la proprioception. Le pied fait des milliers de micro-ajustements sans qu'on s'en rende compte pour nous maintenir debout. C'est vraiment là qu'on réveille cette intelligence adaptative du pied humain. Bien, une fois qu'on a ces bases au sol, comment on utilise les machines pilates comme le reformer ou la chaise pour aller plus loin, pour ajouter de la difficulté? Alors là, les machines, elles sont géniales parce qu'elles permettent d'ajouter de la résistance avec les ressorts. Du coup, l'objectif, ça devient de renforcer plus sérieusement les muscles, intrinsèques et extrinsèques, d'améliorer leur endurance et de travailler la stabilité du pied quand il y a une charge, un poids à gérer. Le footwork sur reformer par exemple. Le footwork, c'est la base sur Reformer. En poussant contre la barre avec les pieds dans différentes positions, parallèles, ouverts en V pilates depuis les hanches, on bosse pas seulement les jambes, on travaille énormément la capacité du pied à garder son arche, à maintenir l'alignement cheville, genou, hanche, même quand ça pousse fort. C'est un renforcement dynamique qui colle parfaitement à ce dont on a besoin pour marcher, pour courir, très différent de la stabilité passive du cheval. Et la chaise, la Wunda Chair, elle a la réputation d'être encore plus dure pour l'équilibre, non? Oui, la chaise est excellente pour ça. Pour la force et le contrôle du pied et de la cheville. Par exemple, les montées sur les pointes, les heel raises sur les pédales, surtout en contrôlant bien la descente. Ça renforce super bien les mollets, mais aussi tous les muscles du pied qui stabilisent l'avant-pied. Mhm. Et le travail sur une seule jambe, le single leg press down, où on pousse la pédale avec un seul pied, ça demande un contrôle hyper fin de l'appui, de la force, surtout pour éviter que la cheville ne s'effondre vers l'intérieur. Ce contrôle anti-valgus, c'est essentiel pour protéger le genou et la hanche plus haut. Avec la charge des ressorts, on construit vraiment l'endurance nécessaire pour nous soutenir. C'est très parlant. On voit bien comment la résistance change la donne. Et pour les autres appareils comme le Cadillac ou les Barrels, qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Alors, le Cadillac et les barrels, que ce soit le ladder barrel ou le spine corrector, ils permettent souvent d'intégrer le travail du pied dans des mouvements plus grands, plus globaux, et aussi de challenger la stabilité de façon plus importante. Comment ça sur le Cadillac? Sur le Cadillac, on peut utiliser les sangles, les loops attachés aux pieds avec des ressorts. Ça permet de faire des mouvements de cheville contre une résistance très ciblée. Par exemple, on peut viser spécifiquement le tibial postérieur, qui est un muscle clé pour soutenir l'arche, ou les fibulaires sur le côté, qui stabilisent la cheville. C'est un travail plus analytique, parfois nécessaire pour corriger un déséquilibre précis. Et la surface ronde des barrels, quel est l'intérêt? À la surface courbe, que ce soit le grand ladder barrel ou un petit arc barrel posé au sol. C'est un outil fantastique pour stimuler la proprioception de manière très intense. Rien que de marcher dessus, même à petits pas, ou juste de tenir en équilibre, ça oblige le pied et la cheville à faire des ajustements constants, très fins. Ça affine les réflexes en quelque sorte.
Exactement. Ça améliore la réactivité neuromusculaire, cette capacité du système nerveux à dire au bon muscle « hop, contracte-toi maintenant » pour garder l'équilibre. On travaille directement cette capacité d'adaptation, ce dialogue intelligent avec le sol qui fait la spécificité d'un pied humain qui fonctionne bien. Évidemment, tous ces exercices, il ne faut pas les faire n'importe comment. Quelles sont les précautions importantes? Ah oui, ça c'est fondamental. D'abord, la progression. Faut y aller doucement, respecter où on en est. Ensuite, l'adaptation. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Il faut personnaliser. Écouter son corps. Toujours. La douleur, c'est un stop. On arrête, on modifie. Et puis, attention, s'il y a déjà des soucis, genre une fascite plantaire qui fait mal, une tendinite, une cheville qui se tord tout le temps, il faut un avis médical ou celui d'un kiné avant de se lancer. Et être bien encadré. Le but, c'est de construire, pas d'abîmer. On arrive vers la fin de notre discussion. Si on devait résumer les points clés de cette comparaison et ce que ça implique pour le Pilate. Le message essentiel, je crois, c'est vraiment de retenir ce contraste. D'un côté, la complexité adaptable multidirectionnelle du pied humain, faite pour la marche bipède sur des terrains variés. De l'autre, la simplicité spécialisée, la rigidité optimisée pour la puissance en ligne droite du pied du cheval. Et donc, pour le Pilates. Et donc, pour le pilates appliqué à l'humain, ça veut dire qu'on doit absolument chercher la finesse du contrôle nerveux, le renforcement intelligent des muscles intrinsèques pour soutenir dynamiquement les arches, et toujours améliorer la proprioception, cette sensibilité du pied. On cultive cet équilibre subtil entre bouger et tenir. C'est ça la force de notre pied. Donc, pour répondre à la question qu'on se posait au début, le Pilates pour le pied humain, ça doit être spécifique à l'humain. La réponse est claire. Oui, absolument. Le pilates pour nous cible notre biomécanique à nous, notre besoin d'adaptation. Essayer de faire les mêmes exercices à un cheval, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et inversement, même si on peut s'inspirer de l'efficacité du cheval, on ne doit surtout pas chercher à copier sa rigidité. Ça nous ferait plus de mal que de bien. Et ça ouvre quelle porte pour l'avenir? En termes d'application, de recherche? Oh, les applications pour la santé sont énormes. En rééducation, pour plein de problèmes courants, les pieds plats qui ne sont pas structurels, les débuts d'hallux valgus, après une entorse, pour prévenir les chutes chez les personnes âgées. Oui, c'est vrai. Et pour la recherche aussi, il y a plein de choses à faire. Utiliser l'imagerie, le MG pour voir vraiment ce qui se passe dans les muscles pendant les exercices, valider des protocoles précis pour telle ou telle pathologie, peut-être inventer de nouveaux petits outils encore plus ciblés sur la proprioception. Et pour le cheval, finalement, Et qui sait, peut-être qu'en comprenant mieux nos propres principes, on pourrait aussi, par ricochet, avoir des idées pour améliorer la préparation physique ou le bien-être du cheval, mais en respectant, bien sûr, sa propre mécanique à lui. c'est passionnant tout ça. Ça donne vraiment envie de regarder nos pieds différemment. Peut-être un dernier mot pour conclure. Oui, volontiers. Finalement, cette comparaison, elle nous invite à ne plus voir nos pieds comme de simples bouts de corps passifs qui nous portent, mais plutôt comme Des interfaces. des interfaces super intelligentes, super sensibles. Leur vraie force, c'est peut-être autant leur capacité à sentir le sol, à s'y adapter, à dialoguer avec lui, que leur puissance à nous faire avancer. Cultiver ce dialogue entre le pied et le sol. C'est ça. C'est peut-être une des clés pour bouger de façon plus harmonieuse, plus efficace et surtout plus durablement tout au long de la vie.